La table était recouverte de linge blanc et illuminée par des bougies vacillantes, le tout installé sous le débat de branches de magnolia qui s'arquait au-dessus du jardin de mes parents. C'était leur 40e anniversaire de mariage, et tout avait été soigneusement orchestré, de l'argenterie ancienne au trio de jazz jouant doucement près de la fontaine. Je m'étais assise à l'extrémité de la table, comme toujours assez proche pour resservir le vin, assez éloignée pour être oubliée. Sylvie avait déjà captivé la table avec 3 anecdotes, chacune plus bruyante et plus autocongratulatoire que la précédente. Sa boutique avait été mise en vedette dans un magazine local. Un musicien était passé. Un mannequin avait porté un de ses foulards en soie sur Instagram. Papa rayonnait. Maman hochait la tête, son sourire tendu à force d'effort. Quand le dessert fut servi, une tarte aux pêches que son assistante avait récupérée dans une boulangerie pour laquelle je réglais autrefois les factures, Sylvie se pencha et le dit. « Alors, ça fait quoi ?» demanda-t-elle en levant son verre juste assez haut pour que tout le monde regarde, d'être la plus inutile ici. Un petit rire se propagea autour de la table comme du champagne renversé, discret, collant, impossible à ignorer. Le rire de papa était profond et détaché. Maman esquissa un de ces sourires lèvres closes qu'elle utilisait quand elle ne voulait pas paraître complice, mais ne comptait pas non plus s'y opposer. Le mari de Sylvie eut un petit sourire, comme s'il avait déjà entendu la blague. C'était sans doute le cas. Je ne baissai pas les yeux. Je ne ris pas. Je joignis simplement les mains sur mes genoux, puis les posai soigneusement sur la table. Ma voix ne s'éleva pas au-dessus de la musique, mais elle trancha la soirée comme une corde de violoncelle qui claque. « Et toi, ça te fait quoi ?» demandai-je, les yeux rivés sur Sylvie, de savoir que l'inutile ne paiera plus vos factures. Le silence fut immédiat. Les fourchettes s'arrêtèrent en l'air. Quelqu'un toussa. Le sourire de Sylvie se brisa, chancela, disparut. Je me levai lentement. Les pieds de ma chaise raclèrent bruyamment le dallage de pierre. Personne ne me retint. Personne ne parla. Je me tournai vers le portail du jardin, l'air derrière moi devenu lourd. Je ne m'attendis pas à ce qu'il m'appelle. Je savais qu'il ne le ferait pas. Je passai devant la fontaine, devant les lumières vacillantes et l'argenterie brillante, pour m'enfoncer dans la rue sombre au-delà. Mes talons claquaient sur les briques alors que je rentrais chez moi, chaque pas plus assuré que le précédent. Il ne le savait pas encore, mais tout avait déjà changé. J'avais 14 ans quand j'entendis la panique dans la voix de ma mère derrière la porte de la cuisine. C'est là que j'ai compris pour la première fois que l'argent pouvait vibrer comme un avertissement dans les murs de notre maison. Papa avait perdu un client important, et l'échéance du prêt immobilier approchait. Je travaillais alors chez Bellamy Books le week-end, à ranger les livres de poche et aligner les tables d'exposition pour $7 de l'heure. Ce soir-là, j'avais compté chaque dollar économisé, $800 au total, et glissé l'enveloppe sur le bureau de mon père. Il ne m'a pas remercié. Il m'a appelé « fiable ». Le mois suivant, Sylvie reçut une nouvelle décapotable pour ses 18 ans rouge, avec une plaque personnalisée et des sièges en cuir blanc, le genre de voiture qui attire les regards, même dans la circulation touristique de Charleston. Elle poussa un cri de joie en la découvrant. Mes parents rayonnaient. Personne ne mentionna l'enveloppe que j'avais laissée. À 17 ans, je faisais des heures supplémentaires dans un café du centre-ville, remplaçant les étudiants qui voulaient leur week-end. J'avais donné $500 à papa pour de nouveaux outils de dessin quand il avait dit que son ancien set tombait en morceaux. Il m'avait tapoté la tête comme on le ferait avec un chien, puis dit à maman que j'étais un fond en fiducie sur pattes. À 19 ans, on m'offrit une bourse partielle pour étudier l'histoire de l'art à Florence. C'était la première chose que je désirais pour moi-même. Je me souviens m'être assise sur les marches à l'arrière avec la lettre d'acceptation, la relisant jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Mais Sylvie était encore en retard sur ses frais de scolarité à cause de paiements non faits et d'un appartement trop cher pour son emploi à mi-temps dans une galerie. Papa m'avait convoqué dans son bureau. La famille aide la famille, Karen, avait-il dit avec ce regard lourd qu'il utilisait pour clore une conversation avant qu'elle ne commence. Je ne me suis pas opposée. J'ai transféré les $5000 que j'avais économisés pour l'Italie vers un compte lié à l'école de Sylvie. Elle a été diplômée un an plus tard avec mention et un portfolio que mes parents ont encadré. Moi, j'ai été diplômée d'une université d'État locale, jonglant entre les cours du soir et 2 emplois. Au mariage de Sylvie, j'ai payé l'acompte du lieu de réception. Quand elle a ouvert sa boutique, Juniper & Silk, j'ai co-signé le prêt et je n'ai jamais revu les papiers. Il m'appelait serviable, pragmatique, stable, mais jamais par mon nom, et certainement jamais avec un merci. C'était un mardi soir, assez tard pour que j'aie déjà éteint mon ordinateur et préparé du thé. J'étais au lit avec un livre à moitié lu quand mon téléphone a vibré sur la table de nuit.
Le nom de Sylvie s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Karen. Salut, dit-elle d'un ton enjoué, comme si on s'était parlé ce matin. J'ai besoin d'un service. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. La boutique marche super bien. Vraiment. Mais il y a un local à côté que je voudrais acheter pour m'agrandir. La banque propose une ligne de crédit, mais ils veulent un co-signataire. Juste 75 000 $. C'est rien, vraiment. T'es bonne avec les chiffres. Tu peux m'aider à faire ça? Elle l'a dit comme si elle demandait un trajet jusqu'à l'aéroport. Je me suis redressée. 75 000 $, ce n'est pas rien, Sylvie. Oh allez. Elle a ri doucement. Tu vis dans ce petit appartement à écrire des propositions de subvention toute la journée. Tu as des investissements. Tu n'as même pas d'enfant ni d'hypothèque. Ce n'est pas comme si tu guérissais le cancer. Ma gorge s'est serrée. Non, ai-je dit. Elle a fait une pause. Non, comme dans tu ne veux pas m'aider? Non, comme dans je ne vais pas co-signer un prêt de 75 000 $ pour quelqu'un qui ne m'a jamais remboursé pour quoi que ce soit. La légèreté a disparu de sa voix. Tu es égoïste. Le mot est tombé comme une allumette. Je n'ai pas discuté. J'ai mis fin à l'appel. Quand le silence est revenu, je suis sortie du lit et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cliqué sur des dossiers jusqu'à ce que j'atteigne celui que j'avais nommé discrètement, sans réfléchir, dossier. Il était verrouillé. J'ai tapé le mot de passe. Reçu, virement bancaire, déclaration fiscale, paiement de scolarité, versement sur les comptes professionnels, tout remontait à moi. J'avais scanné et sauvegardé chaque document, année après année. Tout en bas, il y avait un contrat, signé et notarié, daté de mars 2015. Je me suis attardée sur la dernière ligne, part de propriété, 51%. Karen Malalry. Elle avait pleuré le jour où elle l'avait signé, submergée et désespérée. La boutique s'effondrait. J'avais liquidé presque tout ce que je possédais pour la maintenir à flot. Elle avait signé sans lire. Je ne le lui avais jamais rappelé. Elle ne se souvenait pas de ce qu'elle m'avait donné, mais moi, je ne l'avais jamais oublié. Le silence après ma question ne s'était pas simplement installé. Il s'était affaissé. J'ai vu les fissures dans leurs regards, un à un. Sylvie clignait des yeux rapidement, son visage tordu comme si elle ne savait pas si elle devait être offensée ou perplexe. La main de ma mère restait en suspens, toujours accrochée à son verre de vin. Mon père s'éclaircit la gorge, mais le son n'avait aucun poids. Personne ne bougea. Je ne me suis pas rassise. J'ai fait un pas en avant, ma voix calme mais nette. Vous voulez savoir ce que je ressens, ai-je demandé. Et laissez-moi vous le dire. J'ai regardé Sylvie en premier. Les frais de scolarité que tu ne pouvais pas payer à Saint-Martin-S? C'était moi. Le bail de ta boutique quand ton chèque de loyer a été refusé pendant le confinement? Encore moi. Les salaires de ton personnel pendant 3 trimestres consécutifs? Tous payés. J'ai regardé mes parents. L'acompte pour votre nouveau toit, l'orthodontiste, la réception de mariage de Sylvie, j'ai signé tous les chèques. J'ai comblé toutes les lacunes. Sylvie ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je me suis tue parce que je pensais que c'est ce que faisait une famille, dis-je. Je croyais que d'être utile, c'était pareil qu'être aimé. Je croyais qu'en travaillant assez dur, en donnant assez, je gagnerais une place à cette table. Ma mère baissa les yeux. Mon père finit par parler. Ça suffit, Karen. Je secouai la tête. On en est loin. Je sortis un dossier cartonné de mon sac et le posai sur la table. Je ne l'ouvris pas. Je n'en avais pas besoin. À l'intérieur, il y a les preuves que j'ai financé plus de 120 000 $ de dépenses pour cette famille depuis mes 16 ans, y compris le contrat qui fait de moi l'actionnaire majoritaire de Juniper & Silk. Sylvie se redressa d'un coup. Tu mens. Je la regardai. Tu l'as signé. Tu pleurais au téléphone. Tu te souviens de mars 2015? J'ai sauvé ta boutique. Tu as juste oublié que j'étais là. Mon père se leva, la mâchoire serrée. Tu humilies ta sœur devant tout le monde. Non, dis-je, rassemblant une dernière fois ma voix. Je cesse simplement de cacher ce que vous avez choisi de ne pas voir. Je me tournai vers le portail. La lumière des bougies derrière moi vacillait, agitée. Personne ne me suivit. Personne n'appela mon nom. Une fois dans la rue, l'air était plus frais et pour la première fois, ce poids ne m'appartenait plus. Le matin suivant le dîner,
j'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce resta suspendu au-dessus du virement programmé $2500 prélevé de mon compte épargne le premier de chaque mois, comme une horloge. Tout avait commencé discrètement, à l'époque où la boutique de Sylvie avait du mal à couvrir ses charges. Je ne lui en avais jamais parlé. Elle avait simplement supposé que les choses s'étaient arrangées d'elles-mêmes. J'ai tapé sur « Annuler le virement ». Une fenêtre s'est affichée, « Êtes-vous sûr, J'ai cliqué sur « Oui ». À la fin de la semaine, les répercussions arrivèrent. D'abord une série de textos de Sylvie. Le propriétaire a appelé. Le loyer a été rejeté. Que se passe-t-il? Les fournisseurs paniquent. Tu es en retard sur quelque chose? Puis les appels. Puis les messages vocaux. Chacun plus paniqué que le précédent. Le vendredi soir, j'ai cessé de vérifier mon téléphone. Le samedi matin, l'interphone a sonné. Je me suis dirigée vers le combiné en sachant déjà quelle voix m'attendait de l'autre côté. Karen, lança Sylvie sèchement. Ouvre la porte. La voix de mon père suivit, plus grave mais autoritaire. On n'est pas là pour se disputer. On veut juste parler. Je les ai fait monter. Ils sont entrés comme s'ils étaient encore chez eux. Sylvie a traversé le salon à grands pas, les bras croisés. Mon père l'a suivi plus lentement, ses yeux inspectant les lieux comme s'il cherchait quelque chose à critiquer. « Tu m'as coupé, » dit Sylvie. « La boutique est un désastre. Mes fournisseurs menacent d'intenter une action en justice. Mon propriétaire veut 2 mois de loyer immédiatement. Tu ne peux pas juste. » Je l'ai fait, répondis-je. Et je ne recommencerai pas. Ce n'est pas à toi de décider, répliqua-t-elle, furieuse. Pas maintenant, pas après tout ça. Je décide depuis des années, répondis-je en marchant calmement vers la table d'appoint où je gardais le dossier. Tu ne t'en es simplement jamais rendu compte. J'ai posé le portfolio en cuir sur la table basse et l'ai ouvert. Reçu, virement, contrat de prêt pour la boutique, relevé bancaire, email avec ses fournisseurs. Le contrat stipulant ma part de 51%, notarié et daté. Tout ce que tu as construit, dis-je en tournant lentement les pages, a été discrètement soutenu par moi. Tu peux me traiter d'égoïste, de dramatique, ce que tu veux, mais c'est terminé. Mon père se pencha au-dessus de son épaule, plissant les yeux sur le contrat. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille, Karen, dit-il. On ne fait pas les comptes. Non, rétorquai-je. Vous n'aimez juste pas quand les chiffres sont dits à voix haute. Il ne dit rien pendant un moment. Puis Sylvie attrapa le dossier, parcourant les pages comme si elle voyait mon nom pour la première fois. Ses mains tremblaient, mais elle ne dit pas un mot. Tu voulais que je règle la situation, dis-je en croisant les bras. Voilà, c'est fait. La voix de mon père se durcit alors qu'il se plaça entre moi et la table basse. Ça suffit maintenant, dit-il. Tu vas rétablir le virement. On ne peut pas se permettre ce chaos. Karen, tu as les moyens. Tu aideras ta sœur. Il parlait comme si j'étais redevenue une enfant. Comme si les années n'avaient jamais passé. Comme si je n'avais pas financé leur tranquillité depuis plus d'une décennie. Comme si l'obligation était ma seule façon d'exister. Je l'ai déjà fait, dis-je calmement. J'ai aidé quand Sylvie pleurait au téléphone chaque nuit, persuadée que sa boutique était finie, que les créanciers l'encerclaient et qu'elle ne pouvait plus payer ses employés. J'ai liquidé mon portefeuille d'investissement. 60 000 $. Toute ma réserve. Il cligna des yeux. Sylvie recula la tête d'un coup. « Tu ne me l'as jamais dit, lança-t-elle, furieuse. Tu ne m'as rien dit. Tu n'as jamais demandé, répondis-je. Elle se tourna vers notre père, les yeux écarquillés. Je pensais que c'était un prêt à court terme. Tu as signé un contrat, dis-je. Tu étais désespéré. J'ai sauvé l'entreprise, Sylvie. Et ensuite je me suis effacée pour que tu puisses faire semblant que tout venait de toi. Sa mâchoire se crispa. Tu n'avais pas besoin de m'humilier comme ça. Tu n'avais pas besoin d'en parler devant tout le monde. J'ai dit la vérité. C'est toi qui as apporté l'humiliation dès que tu m'as traité d'inutile. Mon père éleva la voix. Ce n'est pas une question de sentiment. Il est question d'unité, de protéger la famille. Non, répondis-je, en m'avançant. C'est une question de pouvoir. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de celle qui paye les factures. Vous n'avez pas le droit de l'appeler égoïste quand elle refuse qu'on continue à la vider de sa vie. Sylvie ricana, amère et fragile. Donc c'est ça, ta vengeance?
Une petite comédie pathétique pour reprendre le contrôle? Non, chuchotai-je. C'est une reconquête. Pendant des années, je vous ai soutenu et vous avez fait comme si je n'existais pas. Vous m'avez traité comme si je vous devais l'air que vous respirez. Mais je ne vous le dois plus. Enfin, plus jamais. Mon père secoua la tête. Tu brises cette famille. C'est moi qui la tenais ensemble, murmurai-je, discrètement. Vous ne m'avez remarqué que lorsque j'ai dit non. Sylvie serra le dossier contre sa poitrine. Son silence en disait plus que ses hurlements ne l'auraient fait. Quand ils partirent, je ne les suivis pas. Je refermai doucement la porte derrière eux et restai immobile un long moment, la main encore sur la poignée. Ma voix avait résonné, et je savais déjà où elle résonnerait ensuite. L'enveloppe cartonnée arriva un matin pluvieux, lourde dans ma boîte aux lettres, comme si elle savait déjà ce qu'elle contenait. À l'intérieur, une plainte. Sylvie m'attaquait en justice, affirmant que je l'avais poussée à signer la boutique tandis qu'elle était vulnérable émotionnellement. Son avocat parlait des « influences indues » et de « rupture de confiance ». Je n'ai pas paniqué. J'ai appelé Laura, qui m'a donné le nom d'une avocate de confiance, Margot Shaw. Margot a examiné tous mes documents, contrats, échange de mets, virements, contrats notariés. Elle n'a pas bronché. Ce n'est pas vraiment un procès, dit-elle en refermant la dernière page. C'est un coup de semonce. Ça ne passera pas. L'audience arriva vite. Sylvie se présenta impeccable, lèvres pincées. Mon père s'assit à ses côtés, bras croisés, mâchoire serrée. Il ne me regardait pas. Son avocat me peignit comme manipulatrice, calculatrice prétendant que j'avais exploité son désespoir en 2015. Il affirma que j'avais utilisé les affaires pour faire pression sur la famille. Puis Margot prit la parole. Elle n'enjoliva rien. Elle leur montra tout ce que j'avais fait, 60 000 $ versés de mon compte, dettes négociées, propriétaire apaisé, salaire sauvé, tout documenté, tout signé. Ce n'était pas de l'exploitation, dit-elle. C'était de la survie. Et ma cliente a rendu cela possible. Le juge, peu impressionné, déclara « rejet de la requête ». Juste comme ça. Dehors, l'air était doux. Margot m'annonça que j'étais libérée. Mais en me dirigeant vers ma voiture, je compris que quelque chose de plus discret avait aussi pris fin. Pas seulement le procès, mais la partie de moi qui s'attendait encore à ce qu'ils prennent soin de moi. Après que le marteau du juge tomba, le silence retourna rapidement. Personne n'appela. Personne n'écrivit. Ma mère n'a même pas envoyé sa carte de vœux vague habituelle avec une photo du jardin. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, j'étais totalement absente du monde de ma famille. Je pensais que ça ferait plus mal. Au lieu de ça, c'était comme entrer dans une pièce dont j'avais ignoré qu'on m'en avait exclu. L'absence ne faisait pas souffrir, elle clarifiait. Avec ce dossier juridique derrière moi, je retournai vers le chevalet que j'avais sorti quelques semaines plus tôt. J'achetais de meilleurs pinceaux. Je mélangeais les couleurs sans me presser. Peu importait ce que je peignais, paysages, portraits inachevés, parfois juste des couches de rouge sur du vert. Il ne s'agissait pas de créer quelque chose de beau, mais de sentir mes mains faire quelque chose qui ne soit destiné à personne d'autre. Un matin, un email arriva d'une femme que j'avais rencontrée il y a des années via une subvention à but non lucratif. Elle aidait à organiser une conférence régionale sur le leadership féminin. Le thème, la résilience, reconstruire sans permission. Il disait vouloir quelqu'un qui sache parler de fixer des limites avec grâce, quelqu'un qui est parti de quelque chose qu'il avait défini. Il voulait moi. Je gardai l'invitation 2 jours avant de répondre. Puis j'écrivis, oui, je le ferai. Et pour la première fois depuis longtemps, je laissai ma voix dépasser le silence. Mon anniversaire tomba un mardi, discret et sans cérémonie. J'ai pris la journée. J'ai erré dans les rues pavées près du front de mer et acheté une part de gâteau au citron dans une boulangerie qui ne posait aucune question. Personne n'appela, du moins personne de la famille. Ce soir-là, tandis que le soleil glissait derrière la mousse espagnole, mon téléphone vibra. C'était un message de ma mère, je pense à toi. Tu me manques, ma fille. 7 mots. Je restai longtemps à fixer l'écran, le message flottant comme une main à moitié tendue. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une reconnaissance. C'était de la nostalgie, peut-être, ou un regret, ou l'écho de quelqu'un qu'elle fut un jour. Il y a des années, un tel message m'aurait brisé. J'en aurais déduit qu'il fallait adoucir, rouvrir les portes que je venais de commencer à fermer. Mais plus maintenant. Je remis le téléphone dans ma poche sans répondre. Le vent venant du port était doux et pur.
Je passais devant la librairie où j'avais travaillé adolescente, celle qui sentait le vieux papier et le polish citron. Les lumières à l'intérieur brillaient doucement derrière les vitres, et pendant un instant je me revis en train de ranger des livres derrière dans un coin, silencieuse, invisible, pleine d'espoir. Mais elle n'était plus moi. Je continuais de marcher, devant les boutiques, devant l'école aux murs inachevés, devant le large perron d'une maison que j'imaginais m'appartenir. Le silence qui me suivait cette fois-ci n'était pas vide. Il était mérité. La salle était pleine de femmes, certaines en tailleur, d'autres en équilibre sur du temps emprunté. Un murmure doux s'installa lorsque je montai sur le podium. Les lumières étaient harches, mais je sentais toujours le poids d'être vue. Je n'avais pas apporté de notes. J'ai simplement dit la vérité. Pendant la majeure partie de ma vie, commençais-je, j'ai cru que ma valeur résidait dans ce que je pouvais porter pour les autres. Leurs dettes, leurs rêves, leurs déceptions. Je suis devenue celle qui aide, qui planifie, qui avance quand tout le monde détourne le regard. Je laissais le silence durer. Mais la plus grande chose que j'ai jamais donnée, dis-je lentement, c'est finalement la permission que je me suis accordée de dire non. Je leur parlais du prêt. Des années de silence. La nuit à table quand j'ai dit la seule chose que personne n'attendait de moi, la vérité. Je n'ai pas nommé qui que ce soit. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas de la justice. C'était du poids, et du bien que ça fait de le poser. Quand j'ai terminé, la salle resta silencieuse. Puis vinrent les applaudissements pas forts, mais authentiques. Une femme au premier rang hocha la tête, les larmes aux yeux. Une autre se leva lentement, comme si elle dépliait une vérité en elle. Après, elles sont venues me raconter leurs histoires, pas sur les boutiques ou l'argent, mais sur les limites et les points de rupture, sur les mères, les maris, les sœurs, les fils. Sur le réveil. Ce soir-là, je rentrais chez moi sous un ciel large constellé d'étoiles, mon badge toujours accroché à mon chemisier, de la peinture sur les doigts issus de la toile sur laquelle j'avais travaillé ce matin-là. Plus besoin de sauver qui que ce soit d'eux-mêmes. Plus besoin de donner jusqu'à disparaître. Je ne suis pas devenue célèbre. Je ne suis pas devenue riche. Mais je suis devenue libre.